Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, en ce 22 août, pour rendre hommage non seulement à Gaspard de Coligny, mais aussi à toutes les victimes de la Saint-Barthélemy, je vous invite à un petit parcours historique très largement inspiré de nombreuses citations de l'ouvrage de l'historienne Jeannine Garisson, La Saint-Barthélemy, un ouvrage remarquable publié aux éditions Complexes qui relate les origines et le déroulement de l'événement. Pour les catholiques du XVIe siècle, le protestantisme représente une menace, un phénomène étrange, nouveau, inquiétant. Non seulement ces adeptes nient le pouvoir du pape, mais ils refusent les messes pour les morts, les reliques, les indulgences, l'intercession des saints. Ils prient en français, sans image ni statue ni tableau. Ils ne conservent que deux sacrements, le baptême et la scène. Le huguenot, pour comble, ne fait pas maigre le vendredi ni les jours de carême. Ces jours-là, des fumets de rôtis s'échappent des cuisines calvinistes. C'est proprement insupportable pour les autres. Les réformés apparaissent comme des fauteurs de troubles, accusés d'être responsables de l'insécurité dans laquelle vivent les Français. Le nombre de protestants ne cesse d'augmenter. En 1559, le cardinal de Lorraine annonce au Parlement la décision du souverain Henri II. L'opinion du roi a été de faire la paix à tout prix avec les Habsbourg d'Allemagne et d'Espagne, pour dorénavant vaquer plus à son aise à l'extermination de l'hérésie de Calvin. Alors à l'époque, en cas d'arrestation, on ne laisse aux protestants qu'une seule alternative, soit l'abjuration, soit la mort. Un édit en 1568 accordant la liberté de conscience interdit néanmoins tout exercice religieux autre que catholique romain. Dès la fin de 1571, les événements se précipitent autour de deux affaires. La première, c'est le problème flamand. La seconde, c'est le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois. Coligny, Gaspard de Coligny, l'amiral, le chef de file du parti protestant en cette période de guerre de religion, Coligny s'attache à poursuivre un projet d'intervention de la France aux Pays-Bas. Il s'agit d'aller en Flandre faire la guerre à l'Espagne, entre autres pour soutenir une internationale protestante. Il entre au Conseil du roi où il tient une place importante et réussit à éveiller l'intérêt du roi Charles IX pour ce projet. Catherine de Médicis commence à trouver cela dangereux. Mais elle poursuit le projet de mariage qui lui tient tellement à cœur entre Marguerite de Valois et le huguenot Henri de Navarre. Les dirigeants protestants, eux, en particulier quelques membres influents du Conseil, comme Jeanne d'Albret, souhaitent également ce mariage. Ils croient, peut-être naïvement, obtenir ainsi la paix civile, le repos général de tout le royaume et l'avancement de la religion réformée. La dispense que l'on a demandée au pape pour ce mariage entre un calviniste et une catholique romaine n'est pas encore arrivée. Dans les mois qui précèdent la Saint-Barthélemy, moines et prêtres catholiques romains prêchent pendant les messes le massacre des Huguenots. Jeannine Garisson précise que l'acte lui-même, selon ses orateurs, ouvrirait les portes du ciel. C'est un thème de sermon devenu banal au cours des messes. Alors, dans une ambiance grinçante, les préparatifs se poursuivent. Les fiançailles ont lieu le 17 août, le mariage se déroule le 18. Le marié, le roi de Navarre, n'assiste pas à la messe puisqu'il est protestant, et la mariée, Marguerite de Valois, qui est catholique romaine, y assiste sans lui. Le 22 août, vers 10 heures du matin, Coligny
revient du Louvre. Brusquement, un coup de feu éclate, puis un second. Il est blessé. S'il n'avait pas été justement penché pour lire une lettre tout en marchant, le coup l'aurait frappé en pleine poitrine. Le lendemain, 23 août, la journée se déroule dans un climat de tension. Dès le matin, les enquêteurs désignés par Charles IX ont rendu compte de leurs premières investigations. Leurs pistes accusent les Guise. Le duc de Guise demande la permission de quitter la cour. Catherine de Médicis, le duc d'Anjou et leurs conseillers ont pris la décision d'exterminer Coligny et ses amis en autorisant un massacre plus vaste. Ils réussissent à obtenir l'accord du roi Charles IX. Chers amis auditeurs, je vous conseille à ce sujet de l'auteur Jean Telet, le livre très intéressant intitulé Charlie IX, qui, en marge de son ton extrêmement vivant et parfois rieur, malgré le contexte, et d'une remarquable justesse historique dans tous ces récits d'événements. Les gouvernants et les dirigeants municipaux décrètent une série de mesures. Les portes de la ville seront tenues fermées, les barques sur la Seine amarrées avec des chaînes, la milice armée et les pièces d'artillerie préparées pour entrer en action. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, vers 4 heures du matin, le tocsin de l'église catholique Saint-Germain-l'Auxerrois sonne pour donner le signal que le massacre peut commencer. On commence par tuer Gaspard de Coligny, puis c'est le début d'un véritable pogrom anti-protestant à Paris, puis en province, pendant des semaines et des mois, où le peuple travaille à tuer ses voisins, puisque, comme on dit à l'époque, le prêtre le dit et le roi l'autorise. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts dans toute la France. Parmi eux, le 31 août, puisque l'historien Jules Michelet nous rappelle que la Saint-Barthélemy n'est pas une nuit mais une saison de massacre. Le 31, donc, à la Saint-Barthélemy de Lyon, le compositeur Claude Goudimel, le célèbre harmonisateur des psaumes de la Réforme, trouve la mort. C'est lui qui accompagne toujours, par son harmonisation des psaumes de la Réforme, les cultes protestants du XXIe siècle, bien souvent. Après la Saint-Barthélemy, le pape Grégoire XIII propose que l'on allume des feux de joie. Il vient lui-même entendre dans la chapelle Saint-Louis des Français une messe d'action de grâce. Un jubilé avec Te Deum est célébré le 11 septembre de la même année, et une médaille commémorative est frappée à l'effigie de Grégoire XIII, datée du 24 août 1572. Elle représente l'ange exterminateur frappant de son glaive l'hérésie des Huguenots. Un peintre est appelé spécialement de Florence et chargé de représenter sur les murs du Vatican les scènes principales de l'événement. Elles y sont toujours, on peut les admirer au Vatican de nos jours. La Saint-Barthélemy, l'ouvrage de Jeannine Garrison publié aux éditions Complexes, nous relate entre autres le mot de Charles IX, qui à la fin du massacre, alors qu'un protestant était poignardé sous ses yeux même, s'est écrié « Ah, si seulement c'était le dernier Huguenot !» Mes chers amis auditeurs, comme vous le savez, ce n'était pas le dernier Huguenot. Le calcul de Catherine de Médicis et du pape Grégoire XIII s'est révélé faux, bien vite dans les mois qui ont suivi la Saint-Barthélemy. Ils pensaient tous que, privés de leur chef, les protestants abandonneraient la lutte. C'était une façon de voir, par définition bien peu protestante, bien trop hiérarchique. Au contraire, la Saint-Barthélemy, après l'extermination des chefs protestants, a abouti à un renforcement inimaginable de la conscience nationale chez les protestants de base, sous une forme tout à fait laïque et démocratique. C'était sans précédent à l'époque.
Et c'était là, sans aucun doute, conclut Jeannine Garrison, une véritable révolution. Chers amis auditeurs, comme vous le savez, 5 siècles après, il y a plus d'1 milliard de chrétiens sur la terre qui n'appartiennent pas à l'Église catholique romaine. À bientôt.